Ouais, je vais rebondir sur la question que tu viens de poser. Tu parlais de qui va faire la vaisselle. On n'est pas en 1850, hein, on a des lave-vaisselle. Alors peut-être que c'est un peu pas trop écolo pour certains, mais si je fais une extension du lave-vaisselle, je me dis qu'on a une époque où en ce moment on s'inquiète énormément de la robotisation parce que on a aujourd'hui un système de société qui fait que c'est l'employeur qui va décider de remplacer l'employé par un robot. Mais dans la perspective d'une société beaucoup plus égalitaire, la robotisation est justement la solution aux tâches pénibles. C'est ce qui permet de remplacer les gens qui font des tâches pénibles par des robots qui seront certainement plus précis et plus durables dans le temps. Pour ce qui concerne l'alimentaire, dans le domaine de l'agriculture, je vais rebondir sur la parenthèse que vous avez faite. Il existe aujourd'hui le retour d'une agriculture biologique. Hein, et avec cette fois un stop des pesticides et des engrais. Et il se trouve que certains agriculteurs qui développent ce qu'un certain Claude Bourguignon et son épouse ont mis en lumière, ça permet de libérer un temps considérable pour les agriculteurs. Parce qu'au lieu de passer leur temps à labourer le champ, ils utilisent des méthodes vertes qui fonctionnent très bien, qui leur libèrent énormément de temps. Donc je pense que l'histoire des tâches pénibles, c'est aussi par rapport à l'intérêt de l'employeur. C'est-à-dire, l'employeur, il aime bien utiliser ce qui lui coûte un minimum d'argent pour lui rapporter un maximum de fric. Donc il ne va pas mettre quelque chose qui va lui coûter de l'argent s'il peut utiliser un être humain à la place. Il va le faire si vraiment il pense qu'il va gagner plus d'argent avec le robot qu'avec l'être humain. Mais il ne va pas automatiquement libérer l'être humain d'une tâche pénible en le remplaçant positivement, hein, avec l'état d'esprit positif, par un robot qui va faire le travail pénible à sa place. Mais il existe aujourd'hui, à mon avis, à toute tâche pénible, il existe un moyen technologique d'alléger la tâche des êtres humains. Une réponse par rapport à ça, c'est vrai que c'est souvent une solution qui est avancée pour régler la question des tâches pénibles, la question de la robotisation. Donc vous aurez remarqué que j'en ai pas parlé dans les leviers que j'envisage. C'est mon côté décroissant qui parle notamment. Il me semble que la question de la robotisation pose un problème écolo. Avec quelle énergie on va faire tourner les robots? Il me semble que l'énergie n'est pas illimitée. Et encore plus si on imagine une généralisation de l'usage des robots à l'échelle de la planète. En gros, je me dis, notre mode de vie, pour être soutenable, doit pouvoir être généralisable. Et la généralisation de l'usage des robots pour collecter nos déchets ou autres ne me semble pas possible, ne me semble pas soutenable. Donc il y a ce problème écologique renforcé par ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc si nous avons la possibilité de nous débarrasser de nos tâches pénibles grâce à des robots, nous allons être tentés de multiplier les tâches pénibles. On s'en fout, c'est les robots qui le feront. Effet rebond et donc augmentation de la facture écologique. Enfin, il y a un vrai problème social également à la généralisation de la robotisation. La robotisation implique une dégradation des conditions de travail. En gros, le principe, c'est lorsque vous commencez à utiliser des robots, vous allez être, en tant que salarié, toujours en concurrence avec les robots. Si vous n'êtes pas suffisamment bien, si vous n'êtes pas suffisamment productif, si vous n'êtes pas suffisamment rapide, on va vous remplacer par des robots. Et donc, du coup, ça tire les conditions de travail vers le bas. Et surtout j'en discutais dernièrement avec une journaliste du journal Cosette qui disait quand même, les robots, c'est bien, si on a un revenu inconditionnel, on pourra sans scrupule aller aux caisses automatiques dans les supermarchés. Aujourd'hui, on a des scrupules parce qu'on se dit que ça détruit les emplois de caissières. Or, les emplois de caissières, on se dit que c'est quand même pas les emplois les plus épanouissants qui soient. Une fois qu'on a un revenu inconditionnel en poche, une fois que les caissières ont un revenu reconditionnel en poche, on pourra aller aux caisses automatiques, en oubliant complètement de se poser la question de qui fabrique les caisses automatiques, qui fabrique les robots. Il y a toujours des gens en bout de chaîne, et aujourd'hui, les gens qui fabriquent les robots, on les trouve en Asie du Sud-Est, et ils ont des conditions de travail qui sont effroyables. Du coup, multiplions les robots, ça permet juste de s'éloigner un peu plus de ceux qui font les tâches pénibles, d'oublier qu'ils existent, mais ils existent. Et si on se dit on ne doit pas pouvoir exploiter les gens, ça vaut aussi pour les gens qui sont à l'autre bout de la planète, à mon sens. Donc du coup, je me dis, si on a un problème de tâches pénibles à régler, essayons simplement de nous en passer, plutôt que de les déléguer à d'autres.
machine ou pas. Le problème ici, c'est que vous réfléchissez dans le cadre de la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des gens qui accaparent le pouvoir parce qu'ils sont riches et qui donc vont décider comment les machines vont être fabriquées, de quelle façon. Parce que si on envisage à ce moment-là que ce soit les robots, parce que maintenant il y a des algorithmes et des programmes informatiques qui sont extrêmement complexes, qui permettent de réaliser des robots à partir de robots eux-mêmes. Donc on libère en fait l'homme de ça. Quant à l'énergie, si vous voulez, le problème c'est qu'il ne faut pas se laisser piéger par la propagande selon laquelle, en dehors du pétrole et du gaz, il n'y a pas d'énergie. Je pense qu'il y a des énergies qui existent, sauf qu'elles n'ont pas été développées parce qu'elles sont gratuites et que surtout, ils peuvent pas, les gens les plus riches ne peuvent pas se faire du bénéfice dessus. Voilà. Mais je pense que l'énergie, je veux dire, la taille de l'univers suffit à comprendre que l'énergie est partout et donc elle est pratiquement infinie par rapport à la taille de la planète sur laquelle on vit. Donc l'énergie elle existe. Sauf que on va bien se garder de nous dire comment l'obtenir cette énergie-là. Donc je ne pense pas que ce soit un problème à ce niveau-là. Alors en même temps, enfin toujours, c'est mon côté décroissant, hein, mais je me dis c'est aussi sain de se fixer des limites, de se dire bah, on ne peut pas tout faire. Enfin souvent ce que je dis quand je parle de décroissance, c'est quand bien même on pourrait aller chercher de l'énergie sur Mars, est-ce que ça vaudrait le coup d'aller pourrir Mars pour ça, par exemple? Et donc, sans même pourrir, je me dis, c'est bien de se fixer des limites. Quand bien même ce serait possible, ça ne me semble pas souhaitable. C'est mon côté aussi illichien, quoi. Je préfère l'autonomie à l'hétéronomie, et je me dis, me reposer systématiquement sur des robots, en me disant, bon, c'est pas de problème, les robots feront ça pour nous, ça me pose souci. Mais enfin, ouais, c'est mon côté... Alors j'imagine que vous ne parliez pas d'énergie nucléaire. Non. Mais posons-nous, acceptons aussi des limites. Il y avait quelqu'un au fond qui voulait poser une question tout à l'heure. Non, je me rappelle. C'était pas vous qui avez le verre. Monsieur d'abord et monsieur vous, le troisième et quatrième monsieur. Allez-y. Oui, j'ai entendu parler du salaire à vie qui est conduit vers la Frio. Et il est vu aussi un revenu plancher, un revenu plafond, aux échelles de 1 à 6, il me semble. 1 à 4. C'est 1 à 4 aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a la différence de ce que vous proposez? Alors, du coup, la différence entre le revenu inconditionnel que je défends et le salaire à vie est de plus en plus ténue à mesure que nous échangeons avec les membres du réseau salariat. En gros, la principale différence, c'est... alors, d'une part, vu que je défends un revenu inconditionnel qui est cumulable avec d'autres sources de revenus, tirées de l'emploi notamment, je conserve le marché de l'emploi, alors que le réseau salariat et Bernard Friot suppriment le marché de l'emploi. En gros, donc pour le présenter de manière schématique, alors ça m'ennuie toujours de présenter le salaire à vie, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, et j'ai tendance du coup à simplifier au risque d'oublier certaines choses. Mais donc pour le dire de manière très schématique, l'idée est de généraliser le système de la fonction publique à l'ensemble de la société, ce qui ne veut pas dire que tout le monde sera fonctionnaire, dans le sens où tout le monde travaillera pour l'État ou des collectivités, mais tout le monde aura la sécurité de revenus des fonctionnaires, avec un système de grades proposé par le réseau salariat qui s'apparente directement au système de catégories qu'on trouve dans la fonction publique, catégorie A, B et C. Donc là, en gros, on propose 4 niveaux de salaire, A, B, C et D. Niveaux de grades qui sont accessibles en fonction de la qualification. Donc qualification qui distingue de la certification. Donc il ne s'agit pas de dire j'ai tel diplôme donc j'ai automatiquement droit à ce niveau de qualification, mais j'ai telle compétence, j'ai tel potentiel productif et donc j'aurai accès à ce grade. Donc par un système de concours ou par un système de validation passant devant ses pairs, etc. Donc voilà la proposition du réseau salariat, alors qui va plus loin sur l'organisation de l'activité économique, etc. Il s'agit de mettre en place une cotisation à, si je me souviens bien, quelque chose comme 85%,
sur l'ensemble des revenus des entreprises. Cotisation à 85% qui, mutualisée, permet de financer d'une part le salaire à vie et d'autre part l'investissement, les 15% restants servant à être réinvestis dans chaque entreprise et donc étant la marge de manœuvre de chaque entreprise. Donc voilà pour le dire de manière très schématique. En gros, la différence entre ma proposition et celle du réseau salariat, c'est que eux justifient des inégalités par la qualification, le potentiel productif, indépendamment de l'activité effectivement réalisée, alors que moi je pars du principe que ce qui peut justifier les inégalités, c'est la pénibilité de la tâche. Donc je ne vois pas pourquoi, parce que j'ai un potentiel productif plus élevé que tel autre, alors que nous réalisons exactement la même activité, je devrais être payé davantage que l'autre. Je me dis, si nous faisons la même activité, nous devons être payés de la même manière. Si l'un fait une tâche beaucoup plus pénible que l'autre, ça me semble juste qu'il soit mieux rémunéré. Mais c'est difficile de tenir compte de cette pénibilité dans le cadre des grades proposés par le salaire à vie. Donc en gros, c'est ça la principale différence. Il y a d'autres menus différences, la question du montant par exemple. Il me semble que le montant qui est proposé par le réseau salariat, alors de tête je crois que c'est 1 500 € comme revenu plancher, ces 1 500 € me semble totalement incompatible avec le fait qu'on doit vivre avec plein d'autres gens sur la planète. Se dire qu'on ne peut pas vivre avec moins de 1 500 € aujourd'hui en France, c'est accepter le fait qu'on va s'accaparer l'essentiel des ressources comme on le fait déjà aujourd'hui. C'est accepter le fait qu'on restera des ultra riches à l'échelle de l'humanité et ça me semble problématique. Donc déjà avec les 1 000 € que je propose, j'estime que on est à un niveau qui ne me semble pas soutenable et qu'on raisonne encore comme des riches. Et je me dis c'est une première étape qui permettra ensuite de se poser plus progressivement la question du suffisant. Si on commence à 1 500, à mon sens, on ne s'en sort pas. Donc du coup, voilà, c'est ces différences qu'il y a entre donc Bernard Friot et moi, même si à l'arrivée, je le dis toujours, on n'est clairement pas adversaires, on n'est clairement pas concurrents. À l'arrivée, je pense qu'on veut des sociétés qui sont assez proches. Alors je dirais que lui s'inspire plutôt tire plutôt du côté de l'héritage des syndicats, alors que moi, je m'inspire plutôt de l'économie sociale et solidaire. Donc, ils sont deux filiations différentes, mais à l'arrivée, on a des positions qui sont quand même assez proches. Oui, j'ai une question. Deux choses que vous avez dit. Vous avez parlé de sens de la production, donc on délibère collectivement sur comment on va produire les choses. Moins, plus, ça c'est, on va délibérer. Vous avez aussi parlé de patrimoine. Donc, en l'occurrence, vous concevez une société où il y a du patrimoine. Or, parmi les gens qui ont du patrimoine, il y en a qui possèdent des entreprises, des usines, donc les moyens de produire. Et ils ont les moyens, vu qu'ils sont propriétaires, de décider, eux, uniquement de ce qu'ils vont faire de ça. Est-ce qu'on peut délibérer collectivement avec des gens qui peuvent décider seuls de ce qu'ils veulent faire de leur outil? Non, alors c'est pour ça que je dis aussi, dans mon optique, c'est est-ce qu'on acceptera encore de bosser pour des patrons? En gros, les patrons aujourd'hui, ils ont besoin d'employés. Si on a tous un revenu inconditionnel en poche, mon souhait, c'est plus qu'un souhait, hein, en gros, si j'étais dictateur, je dirais, toutes les entreprises doivent devenir des coopératives. Donc toutes les entreprises doivent être gérées par leurs salariés. Voilà, c'est ça que je dirais. Alors par ailleurs, je fais un petit détour. Du coup, alors deux détours. D'une part, quand je parlais des coopératives intégrales, en gros, ça revient à dire il faut se poser toutes les grandes questions économiques collectivement et démocratiquement. Qu'est-ce qu'on produit, qui produit, dans quelles conditions on produit et pour qui on produit, à quel prix, etc. Tout ça, on doit pouvoir le délibérer, donc le définir collectivement, ça me semble primordial. Il me semble que notamment les sociétés coopératives d'intérêt collectif aujourd'hui proposent un cadre institutionnel qui est favorable à ce type d'organisation. Donc je défends également les SIC en plus des SCOP ou des CAE. Je vois Florence au premier rang. Et je me dis, une fois qu'on a généralisé ça, du coup, les patrons cessent d'être des patrons. Alors on peut accélérer ça avec la taxe sur le patrimoine. Donc la taxe sur le patrimoine, donc là je m'inspire des travaux de Thomas Piketty. Thomas Piketty, donc dans le Capital au XXIe siècle, dit qu'il faut mettre en place une taxe sur l'actif net, une taxe sur le patrimoine, dont le taux doit être égal à les différences entre le taux de croissance de l'économie et le taux de rémunération du capital. En gros, il dit si on ne met pas en place cette taxe, on a un phénomène d'accumulation et de concentration du patrimoine, puisqu'en gros, les propriétaires du capital s'enrichissent plus vite que le reste de la société. Donc concentration. Lui, il dit qu'il faut mettre en place une taxe donc égale au delta entre la croissance économique et la rémunération le taux de rémunération du capital. Comme ça, au moins, on stoppe l'accumulation du capital. À mon sens, il faut mettre en place
taxe d'un taux supérieur au delta entre les deux, puisque comme ça, on remet en cause l'accumulation du capital. On ne maintient pas le statu quo, on s'arrange pour redistribuer le capital. La plupart du temps, l'argument qui est avancé pour lutter contre ce type de redistribution du patrimoine et même de remise en cause de la propriété privée, c'est, mais attention, si on remet en cause la propriété privée des entreprises, la prochaine étape, ce sera la remise en cause de la propriété privée des logements. Or, il y a beaucoup de propriétaires de logements en France. Plus de 60% des Français, des ménages français, sont propriétaires ou en accession à la propriété aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est un argument qui est très solide, qui est très efficace, c'est-à-dire, attention, demain, c'est votre maison que vous allez perdre. Et c'est précisément pour ça que je vous parlais de la coopérative d'habitation, d'habitants précédemment. Parce que ma réponse, ce serait de dire, chiche, remettons également en cause la propriété du logement, la propriété privée individuelle du logement. Entrons dans une logique de propriété collective du logement, mettons tout au pot commun, et il sera beaucoup plus simple de remettre ensuite en cause la propriété privée des entreprises. Sans qu'on n'y perde rien en termes de confort, en termes de qualité de vie, sans qu'on n'y perde rien en termes de sécurité économique, etc. On va prendre 4 questions, j'ai 3 questions clés, c'est une question en interne, madame. Je pense que ça va être très rapide. Tu as déjà répondu à la question. C'est cumulable en fait. Le revenu conditionnel est cumulable. Donc le salaire de la caissière, il est cumulé avec jusqu'à ce qu'on atteigne 4 fois. C'est ça? C'est ça. Ok. J'avais une question au fond après, et juste après, je ne vois pas la personne. Tout à l'heure, non, aucune personne. Bon, se développe dans les pays anglo-saxons, justement pour que personne puisse consommer par rapport à votre revenu inconditionnel. Alors, le revenu de base, la proposition... Ouais, mais ouais, du coup, c'est... L'augmentation, par exemple, du SMIC, ou en Allemagne, ils ont augmenté le revenu minimum. Donc, le salaire. Le salaire, oui. Ah. Le salaire minimum, c'est des tranches de salaire. D'accord. Alors, à mon sens, les deux sont complémentaires, revenu inconditionnel et SMIC. Alors, du coup, dans l'optique libérale, le principe, c'est mettre en place un revenu inconditionnel volontairement insuffisant, supprimer le SMIC, la protection sociale, etc., pour faire en sorte que, pour libéraliser davantage le marché, parfaitement, je dirais, le marché du travail. Évidemment, ça n'est pas mon optique. Dans l'optique de gauche, on met en place un revenu inconditionnel suffisant, on bétonne le droit du travail et on ne touche pas à la protection sociale. En gros. Donc, du coup, oui, l'augmentation du... En fait, j'ai écrit un article avec un copain décroissant pour réagir notamment aux revendications qui ont vu jour lors de la dernière campagne présidentielle, à savoir le SMIC à 1 700 € ou ce genre de choses. Et du coup, ce qu'on disait, c'était, le SMIC à 1 700 €, pourquoi pas, mais est-ce qu'on n'a pas mieux à demander à nos patrons? Plutôt que de demander une augmentation de salaire, pourquoi ne pas demander une augmentation de notre temps libre? Pourquoi, dans une perspective décroissante, accepter, comme on le fait, de consacrer 5 jours par semaine à nos employeurs, alors qu'on pourrait simplement essayer de leur arracher un peu plus de notre temps et pouvoir profiter un peu plus de la vie. En gros, c'est pour ça aussi que je parle de devoir d'achat, on est enfermé dans une logique où on est condamné à bosser beaucoup trop, et parce qu'on est condamné à bosser beaucoup trop, on produit trop, et parce qu'on produit trop, on est condamné à consommer beaucoup trop, parce qu'il faut bien purger la machine, et purger le système. Et c'est ça qui me semble complètement absurde comme calcul. On a complètement perdu de vue la valeur du temps libéré, et donc on se perd dans des revendications en termes de pouvoir d'achat, alors qu'on a nos vies à gagner. Ça me semble dommage d'être obligé d'attendre la retraite pour enfin se rendre compte que des week-ends de 7 jours, c'est bien. Et déjà, si on commence à réclamer des week-ends de 3-4 jours, j'invite tout le monde à passer à mi-temps. Si quand vous avez des week-ends de 4 jours, ce qui est mon cas, la vie est clairement pas la même. J'ai bossé quelques temps à temps partiel, je le referai plus jamais. Et je vois des syndicats réclamer une augmentation de salaire, simplement une augmentation de salaire, sans parler d'une forte réduction du temps de travail. Je parle de forte réduction du temps de travail. Je me dis c'est dommage, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. On arrache les mauvaises choses aux employeurs. En fait, en plus, ça ne marche pas forcément. Donc du coup, voilà,
augmentation de salaire, d'accord, si ça permet de réduire fortement son temps d'emploi. C'est pour ça que je milite pour un droit inconditionnel au temps partiel, par exemple. Temps partiel choisi, je me dis, on doit pouvoir passer au temps partiel de droit, sans avoir à justifier quoi que ce soit, sans avoir à dire c'est pour m'occuper de mes enfants, sans avoir à dire c'est pour créer une entreprise. Non, c'est juste que bon, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Encore deux questions, Baptiste, ça va? Madame, et puis il restera une question pour la personne qui lève la main plus rapidement. Madame, bravo. Moi j'avais une question par rapport à l'échelle de 1 à 4 dont vous parlez. Pourquoi ne pas mettre un seul, dans une société démocratique où on bâtirait collectivement l'organisation et où donc on répartirait les tâches pénibles, les tâches intéressantes, etc., où les gens pourraient aussi se former, etc. Pourquoi ne pas avoir à ce moment-là un niveau plus élevé et tout le monde le même niveau? Ça existe. Enfin, moi je connais au moins une entreprise en France qui le fait. Je connais des trucs en Andalousie, un village en Andalousie où ça existe et ça fonctionne. Pourquoi 4 niveaux? Ouais, alors, pour moi, c'est pas 4 niveaux, hein, c'est une multitude de niveaux entre 1 et 4. Mais je suis pas sur l'optique de... Pourquoi de 1 à 4? Pourquoi pas 1 et après suffisamment élevé pour que chacun puisse faire des choix différents? Alors du coup, on connaît au moins 2 entreprises parce que j'ai créé une entreprise à la fin de mes études, une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif, comme il se doit. Et dans cette société coopérative d'intérêt collectif, tout le monde touche exactement la même chose. Tout le monde touche exactement le même salaire parce que tout le monde fait exactement la même tâche. Partage des tâches intégrales, tout le monde fait tout. Donc, puisque tout le monde fait la même chose, tout le monde est payé pareil. Après, je me dis... c'est difficilement généralisable, on n'a pas forcément tous les mêmes aspirations, on n'a pas forcément tous les mêmes besoins, et donc il me semble sain également de conserver un espace de revenus. Donc ce que j'appelle l'espace de revenus, vraiment le plancher et le plafond, fixé en fonction de ce qui est soutenable pour la société. Et je me dis, un certain degré d'inégalité reste soutenable pour la société. C'est pas quelque chose auquel j'aspire, mais je comprends que certains puissent vouloir un peu plus que les autres. Mais ce plus que les autres ne doit pas remettre en cause l'égalité démocratique, ne doit pas remettre en cause la cohésion sociale. Quelle est la justice? Parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui valent moins que d'autres. Non, alors ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de moins que d'autres, par exemple. On n'a pas tous les mêmes loisirs. Donc je dis pas tout le monde doit pouvoir se... Enfin, ceux qui veulent avoir un yacht doivent pouvoir s'offrir un yacht. Je dis simplement, moi j'aime bien la belote, ça me coûte rien. Quelqu'un qui a des loisirs qui sont un peu plus coûteux, ça me choque pas qu'il puisse aussi les réaliser. Je me dis, on doit pouvoir accepter ce type d'inégalité. Et en plus, encore une fois, il y a la question de la pénibilité. Certains font des tâches un peu plus pénibles. Ça me semble juste qu'ils soient mieux rémunérés. Moi, je parlais dans un cadre où on partage vraiment les tâches. Ouais. Le tour de rôle, on fait du pénible, du moins pénible. Oui, enfin, de la même manière, moi je pense que si on me verse un revenu inconditionnel, je serais prêt à continuer à faire mon activité d'enseignant bénévolement. Je comprendrais que d'autres refusent d'être bénévoles. Ça me semblerait juste. Tant que les écarts de rémunération sont soutenables. Toujours le même principe. Dernière question. Est-ce qu'il y a déjà eu des expérimentations du revenu inconditionnel en France? Et si oui, quelles conclusions en a-t-il? Alors, 2 choses. D'une part, on ne peut tirer aucune conclusion des expérimentations du revenu inconditionnel. Quand vous expérimentez un revenu inconditionnel, vous allez sélectionner un échantillon de personnes qui va avoir la chance de bénéficier d'un revenu inconditionnel et qui va se retrouver noyé dans une société qui n'a pas de revenu inconditionnel. Du coup, difficile d'extrapoler à partir de ce petit échantillon. C'est ce qu'on a vu pour les expérimentations américaines, les expérimentations canadiennes. C'est sans doute ce qui se passera pour les expérimentations finlandaises où les bénéficiaires vont être tirés au sort. On va se retrouver toujours dans le même cas avec des bénéficiaires qui sont isolés. Autre limite, autre biais assez important, les expérimentations sont limitées dans le temps. Si on vous dit vous aurez droit à un revenu inconditionnel à vie, ou si on vous dit vous aurez droit à un revenu inconditionnel pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, la plus longue expérimentation aux États-Unis a été prévue sur 20 ans, un peu moins, et finalement elle a duré 8 ans. C'est pas du tout la même chose. Vous n'allez pas changer de vie, ou plus difficilement. Vous allez prendre un risque. Si vous avez un revenu inconditionnel, vous ne prenez aucun risque. Là, c'est pas du tout la même manière. Il y a une étude belge qui porte sur les gagnants du tac au tac télé. Donc tac au tac télé, gagnant à vie, on gratte, on a gagné un montant à vie. Alors c'est pas toujours à vie, mais là les chercheurs, les 2 sociologues belges qui ont planché sur cette étude ont regardé les gagnants qui gagnaient à vie et qui gagnaient un montant qui était à peu près comparable aux montants qui sont proposés à gauche pour le revenu inconditionnel. On observe des choses, notamment qu'il n'y a aucun impact sur l'offre de travail. Mais à l'arrivée, les gagnants du tac au tac télé, ils étaient 52 à avoir répondu, ce qui n'est
pas l'eau. En même temps, il n'y a pas beaucoup de gagnants, il faut dire ce qui est. Et ils sont noyés au milieu de la société. Donc dans une société qui continue à chérir la valeur travail, à dire oui, il n'y a que l'emploi qui fait qu'on produit vraiment des vraies choses qui sont importantes, etc., eh ben, on continue à bosser de la même manière qu'avant, parce que la société le veut, la société l'exige. Donc du coup, on ne peut pas extrapoler à partir de ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé en France avant l'instauration du RMI. En gros, il n'y a pas eu des expérimentations de revenus inconditionnels qui ont été faites, il y a eu des mises en place partielles et locales de revenus garantis, donc notamment à Besançon, à partir de 1975, enfin à partir de 1968, puis ça a été élargi à l'ensemble de la population en 1975, il y a eu la mise en place d'un revenu minimum garanti. C'est-à-dire que tout le monde avait accès de droit à au moins 80% du SMIC de l'époque. L'idée, c'était que le système de protection sociale, donc qui n'avait pas le RMI, proposait un filet de sécurité qui était largement troué. Donc la municipalité de Besançon prenait sur elle de compléter toutes les prestations sociales ou l'absence de prestations sociales pour que tout le monde ait accès au moins à 80% du SMIC. Et donc ça a fonctionné jusqu'à ce que le RMI soit mis en place. Et à ce moment-là, la municipalité de Besançon a abandonné le dispositif puisque le RMI venait s'y substituer. Et donc on a déjà mis en place au niveau local ce type de dispositif. Alors il s'agissait d'un revenu différentiel, c'est-à-dire que si vous gagnez davantage, vous n'avez pas ce revenu garanti puisque vous avez plus. Mais c'était quand même une forme de revenu inconditionnel. Enfin, ce qu'on appelle la conditionnalité faible, l'inconditionnalité faible, donc sous condition de ressources. Et ça donnait quoi une éradication de la pauvreté à l'échelle de Besançon. Alors, il n'y a pas eu suffisamment d'études, à ma connaissance, sur cette expérimentation. Il y avait c'était pas véritablement un contrat d'insertion comme ça pouvait être le cas avec le RMI, c'était un suivi par des travailleurs sociaux pour accompagner les bénéficiaires qui étaient dans une grande précarité. Donc l'impact immédiat, donc c'est l'éradication de la pauvreté à l'échelle de la ville de Besançon. Mais après, au-delà, alors en termes d'offres de travail, à ma connaissance, ça n'a rien changé. Et encore une fois, à ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup de travaux. Moi, j'ai trouvé 2 articles dans des revues académiques qui traitaient de cette question et le rapport actuel qui a été remis à l'Assemblée nationale, et donc qui est disponible en ligne, mais c'est tout. C'était la dernière question. Merci Baptiste.